Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour la vieille. Bonjour. Vieille schnock. Vieille schnock. Bonjour Alistair, bonjour. C'est comme ça qu'on vous appelle. Vous êtes le créateur et le rédacteur en chef de Schnock. Schnock, c'est un magazine qui existe depuis 2011. C'est consacré à la culture des années 60 à 90. La une, mes meilleurs copains, nos meilleurs... c'est Mes meilleurs copains, le film culte. Et on va parler avec vous. Moi, j'adore, je vous suis sur X et j'ai envie de dire, on se connaît, on se reconnaît, on se connaît pas, mais on se reconnaît entre gens de cette culture. Et c'est vrai que la plongée dans ce 40e numéro, dans ce numéro-ci est une, comme tous les mois, une plongée dans la nostalgie, mais la nostalgie actuelle. Vous arrivez toujours à faire un pont avec aujourd'hui. Oui, c'est un peu le défi de la revue, c'est-à-dire de convoquer le passé, mais d'en faire un peu notre chose présente, quoi, et de le twister un peu pour qu'il ressemble aussi à aujourd'hui et qui nous parle d'aujourd'hui. Qui nous parle d'aujourd'hui, oui. Il y a des œuvres du passé qui franchissent le temps, qui arrivent jusqu'à nous. Il y en a d'autres qui resteront éternellement dans leur époque. Et nous, on essaye de garder ce qui semble encore aujourd'hui nous parler, notamment le film Mes meilleurs copains, qui nous a semblé être intéressant. Ouais, alors tout un dossier, interview de Gérard Lanvin, de Christian Clavier, si, il y a Lanvin aussi. Oui, il y a Lanvin dessus, Poiret. Mais il y a aussi, Daroussin. C'est vrai que quand on revoit, il y a des images, des photos de lui. C'était son premier film, non? C'est ça, un de ses premiers. Un de ses premiers grands films. Mais il y a aussi tout un dossier consacré à Georges Perec. Oui. C'est bourré. Mais vous étiez très visionnaire, déjà en 2011, parce qu'aujourd'hui, il y a un concurrent qui fait pas tout à fait la même chose, qui est le magazine d'Antoine Decaune. Ouais. Mais on est vieux, mais on est aussi sur les femmes de plus de 50 ans, etc. Alors qu'elle est en 2011. Oui, le magazine d'Antoine Decaune, c'est plus sociétal, plus. Oui, vous êtes plus sur la culture. Ouais, nous c'est la culture. Donc voilà, mais non, ce qui est important évidemment quand on traite ce genre de film, c'est d'avoir les témoignages des uns et des autres, et surtout dans notre contexte à nous. C'est-à-dire, je pense que quelqu'un comme Clavier, qui déjà parle assez rarement, dans le contexte Schnock, dit autre chose que ce qu'il dit d'habitude quand on le voit. Absolument. Alors, il va plutôt au JT de 20h de TF1, Clavier, maintenant. Ouais. Il ne s'adresse pas trop à la presse. Et vous savez pourquoi? Alors, c'est Bruce Toussaint qui a fait l'interview. Oui, c'est Bruce qui est un passionné du film. Qui a, je pense, convaincu Christian Clavier de parler de ça, parce qu'en plus, c'est pas des très bons souvenirs et pour Clavier et pour Poiret, parce que ce film a été un échec retentissant. Absolument. Et donc, c'est formidable que Clavier nous parle de ce film avec un ton qu'on lui connaît pas beaucoup, parce qu'il est très sérieux. Et très, très réfléchi. Il nous parle même de Freud. Enfin, c'est quelque chose d'assez. Oui, c'est une interview assez puissante. On va en reparler dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Quand on est un vieux schnock, on pense forcément à la retraite. Donc, je ne pouvais pas commencer sans la retraite. Alors, ça s'appelle la méthode Coué. Je ne sais pas si vous avez vu François Bayrou hier dans sa déclaration. Il n'en démord pas. Sa réforme de retraite et les discussions du conclave vont aboutir, il en est sûr. Bon, c'est un peu essayer de faire rentrer une Mercedes dans une place de Twingo. Mais allez, braque. De ce que je peux observer dans mon entourage, pour ma famille, mes parents, je pense que 6 mois, ça pèse lourd. Quelques avancées, mais reste toujours le même désaccord sur la pénibilité. Les syndicats veulent permettre des départs anticipés pour tous, le patronat uniquement au cas par cas. Malgré l'échec du conclave, ce soir, le Premier ministre invite à de nouvelles discussions. Sur ce point, une recherche d'accord est indispensable. Mais je suis persuadé qu'un chemin d'accord existe et je voudrais dessiner ce chemin. Toutes ces mesures coûteraient autour d'1,5 milliard d'euros, dont une partie reste encore à financer. Vous parlez pas de la retraite dans Schnock? Non. Ça, c'est sociétal. Culturel, c'est un magazine. Voilà. Ouais, Alors justement, dans la culture ou dans l'image des années 70, parce que évidemment j'ai gardé la thématique, il y avait, vous savez, l'espionnage industriel où les employés s'infiltraient discrètement et puis prenaient des photos, des plans secrets qu'on retrouvait sur un microfilm. Bon, là, tout ça c'est fini. Vous allez voir, les Chinois ont copié nos Airbus. Alors ils ont fait très très fort. Vous allez voir, la méthode, c'est quand même
quelque chose. Ils ont évidemment le C919. Alors là, c'est leur avion. C'est évidemment des concurrents d'Airbus et de Boeing. Et ça ressemble étrangement à une copie conforme de notre Airbus A320. Tiens. Cet appareil ressemble étrangement à l'Airbus A320. Même fuselage, même technologie. Un hasard? Peut-être pas. Parmi les A320 qu'Airbus a vendus à Pékin, un exemplaire a totalement disparu des écrans radars au début des années 2000. Il n'a jamais volé. Un spécialiste ancien cadre d'Airbus explique. Qu'est devenu cet avion? On s'est dit effectivement, ils sont en train de le désosser. Ils copiaient exactement chaque pièce de cet avion. Airbus n'a jamais rien dénoncé par peur de représailles commerciales. L'avionneur européen a vendu des centaines d'appareils à la Chine et même installé sur place une gigantesque usine d'assemblage que voici. On y construit encore aujourd'hui les A320, avec la possibilité de reproduire le savoir-faire européen. Ah ben on a tout donné, on a donné le savoir-faire, ils ont acheté un avion, ils l'ont désossé, et ils ont recopié, ça donne le C919. Histoire incroyable, formidable dingue. Dans le 20h de France 2. Bah tiens, justement, hier c'était le dernier journal d'Anne-Sophie Lapix, et bien sûr elle nous a fait une liste à la Prévert, une liste à la Drucker, merci Emma, merci Manu, merci Deep, c'est le maquillage, merci maman. Voilà, alors le plus intéressant, du coup moi j'ai pris le petit montage souvenir qu'ils ont fait avant des 8 ans d'Anne-Sophie Lapix, et dans ces 8 ans, il y a eu beaucoup d'infos, vous allez voir, et beaucoup de bonsoir. Bonsoir, bienvenue à New York pour une édition spéciale du 20h consacrée en grande partie à l'élection présidentielle américaine. Il faut à tout prix barrer la route aux colonnes de blindés russes qui se dirigent vers Kiev. Et votre slogan, si on vote, on l'emporte, c'est celui de Kamala Harris? Oui. Donc, quand même. Bonsoir. Bienvenue dans le 20h de France 2 consacré à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonsoir, Johnny Hallyday n'est plus là. Thomas Pesquet en duplex depuis la Station Spatiale Internationale. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. Hello. Heureuse de vous rencontrer. Anne-Sophie. Je suis journaliste française et je vais faire l'interview. Thank you. Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Et ben voilà. Une page qui se tourne pour France 2 avec l'arrivée de Léa Salamé. Et puis en 8 ans, il s'est passé des choses entre la Russie, Notre-Dame et autres. Et donc on retrouvera Anne-Sophie Lapix dans le groupe RTL. Voilà, c'était c'était un bye-bye important. J'ai pas eu la curiosité, mais j'aurais dû la voir. Vous voyez, Gilles Boulot a fait un saluer. Ça, oui, je l'ai vu, mais je voulais savoir si son dernier journal avait fait de l'audience. C'est ça que j'ai pas été voir. Si vous pouvez jeter un coup d'œil. Je vais vous dire ça. Alors Valérie, est-ce que vous êtes déjà enjaillée en allant chercher votre baguette ou croissant? Alors ça, c'est un sujet pour Schnock. Sachez que un boulanger de la Drôme. Enjaillé, ça veut dire quoi? S'enjailler, c'est un terme jeune. Vous connaissez, vous? C'est comment dire, que je ne sais pas comment le traduire. S'enjailler, c'est. C'est dommage. C'est aller faire la fête. Sans canailler, voilà, sans canailler. Qu'un boulanger de la Drôme donc a mis un DJ dans sa boulangerie, et donc dès 10h30. Ça danse, ça chante à tout âge. Alors, il y a beaucoup de personnes âgées, parce qu'évidemment, à 10h30, il y a aussi beaucoup de retraités qui y vont. Dans la Drôme, surtout. Et surtout dans la Drôme. Et ils vont donc chercher leur pain, leur croissant, tout ça en bougeant, en dansant. Ils restent un quart d'heure dans la boulangerie. C'est atteint l'Ermitage, c'est un reportage de TF1. C'est sans doute la première fois que ces habitants dansent au milieu des baguettes et des croissants. Comme en boîte de nuit, quand on veut parler, il faut pousser la voix. Il y a de la musique superbe. On n'a jamais vu ça de notre vie. Moi, je trouve ça formidable. DJ comme ça, Derrière les platines, Dorian, 29 ans, bien décidé à mettre l'ambiance. C'est 10h30, ils sont au taquet, on les voit, ils sont en train de danser. Franchement, c'est génial, il y a des sourires, il y a toutes les générations. Et chacun y va de son pas de danse. Une matinée pas comme les autres à la boulangerie, qui permet manifestement de lâcher prise. Je suis trop vieille, moi. Pour ça, pour aller chercher votre pain et danser, je trouve ça original. Vous en pensez quoi?
10h30, c'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt. Pour danser, voilà. mais il n'y a pas d'heure pour danser. Bon. Non, mais c'est fort sympathique. Mais c'est sympa, ouais. Bon, il était né en... Enfin, on aurait préféré avoir Michel Sardou. C'est vrai. Il demandait son pain au chocolat ou sa chocolatine sur les lacs du Connemara. Voilà. Né en Argentine et connu dans le monde entier, il connaîtra le succès. C'est Lalo Schifrin, chef d'orchestre et compositeur de musique. Il est mort à 93 ans. Alors, c'est l'auteur des musiques de films de Boulit, du Félin de René Clément avec Alain Delon, mais aussi ah, vous avez pas reconnu Dim? Ouais, de Dim, c'est lui la musique de Dim. Vous avez vu cette imitation de Dim quand même, les Badim. Voilà, je vous ferai votre sonnerie de téléphone si vous voulez. Et auteur de Manix, incroyable, de Starkey Hutch, alors là on est encore plus dans Schnock, et évidemment de Mission Impossible. Vous l'avez traité dans Schnock, non? Vous en avez parlé de Mission Impossible, vous n'avez pas fait de dossier Non, alors on s'intéresse majoritairement aux culture française, ouais. Vraiment à la marge, on s'intéresse. Mais en revanche, Lalo Schifrin, notamment parce qu'il disait lui-même que la France l'avait sauvé un peu à un moment, notamment par la musique de Dim. Ouais. Il a beaucoup bossé en France, donc c'était vraiment quelqu'un, et c'est quelqu'un qu'on pourra faire, mais bon, malheureusement. Oui, d'ailleurs, il y a des sagas publicitaires dedans. Dans votre magazine, vous faites de temps en temps des sagas qui nous ramènent à la nostalgie. On va parler de Schnock dans un instant avec vous, Alistair, et on y revient. Vous allez nous raconter, pour ceux qui ne connaîtraient pas le magazine, bien qu'il existe quand même depuis un certain temps, mais on va en parler avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, il s'appelle Alistair, c'est un pseudo, mais vous êtes le rédacteur en chef de Schnock. Ça vient de Candy ou pas? Oui. C'est vrai? Oui. Ah là là, j'étais amoureux d'Alistair, moi, dans Candy. Quand j'étais petit, j'étais censé ressembler un peu à ce personnage. Ah, c'est vrai que vous ressemblez à Alistair. Un surnom, quand j'étais petit. Ah ouais, mais il était un peu ribouldingue. Ribouldingue. Oui, alors je sais, c'est mon deuxième mot. Non, mais il était un peu dans la lune, quand même, Alistair. Oui. Alors, on parle de Schnock, donc c'est un mensuel. Candy, c'est la nostalgie. Un trimestriel. Ouais. Trimestriel qui existe depuis 2011. Comment vous le définiriez? J'ai lu à un moment, vous dites que c'est un journal qui est à la fois culturel, qui s'adresse de 27 à 90 ans, c'est ça? 87 ans, 87 ans. Ça c'est une reprise du slogan du journal de Tintin, mais on s'adresse évidemment à... Maintenant, il y a beaucoup de gens qui dépassent les 87 ans, heureusement pour nous. Ouais. Vive la médecine. Et en amont, il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, il y a certains jeunes de 20 ans qui sont aussi intéressés par cet univers. Le projet au début, c'était en 2011, donc c'était déjà 14 ans. Ouais. 14 ans. Déjà à l'époque, je sentais qu'il y avait, notamment dans la presse, mais un peu dans le monde culturel en général, une volonté d'aller toujours plus vite, de faire plus court, de passer très vite au sujet. Et moi, ça me manquait en tant que lecteur. Je suis un grand lecteur de presse. Mmh. Et j'ai eu l'idée de faire ce magazine où les entretiens sont un peu plus longs que d'habitude, les articles sont un peu plus fouillés, et en même temps, en y agitant une espèce de touche pas forcément d'humour, mais de légèreté en tout cas dans les sujets qu'on traite, et que ça corresponde à la culture française. Et je pensais notamment à des personnages que j'estimais sous-estimés, comme Jean-Yann, Jean-Pierre Mariel... De Funès aussi, qui est moins sous-estimé, mais un peu méprisé. Voilà, c'est ça. Un peu traité par-dessus la jambe. Et je voulais en faire autre chose, quoi. Et on est parti comme ça. Mais au début, honnêtement, c'était un side project, comme on dit. Moi, j'avais une carrière de musicien à l'époque. Je faisais ça un peu pour m'occuper, quoi. Et Schnock, pourquoi? C'est une auditrice qui pose la question. Vieux Schnock, non? Oui, alors ça vient de Vieux Schnock. De Vieux Schnock. Vu qu'on a choisi donc de traiter de cette culture des années 60-70, on s'est dit autant aller en avant des reproches qu'on va nous faire en disant mais c'est pour les vieux cons. Ça aurait pu s'appeler OK Boomer. Ouais, ou appeler ça con, ça aurait été un peu hard, quoi. Tu vois, donc Schnock, c'est plus sympa.
Et voilà, mais tout ça, évidemment, 10-15 ans après, comme si c'était évident, ça serait faux. On a fait ça, on pensait pas que je pensais pas que je serais en train encore d'en parler aujourd'hui. Dans 15 ans après, ouais. C'était un peu une blague. Hein. Mais ce qui est intéressant, alors c'est vrai qu'à la télévision, puisqu'on a une émission média, la nostalgie fonctionne sur les jeux, mais en revanche, à la différence de l'Angleterre ou des États-Unis, on n'a pas de vieux animateurs, enfin si on a Michel Drucker, mais mis à part Michel Drucker, non mais c'est vrai, on n'a pas de vieux animateurs qui restent à l'antenne, on les change très vite en France. Est-ce que l'image des vieux est en train de changer? Est-ce que on commence à aller montrer les vieux? Oui, alors c'est vraiment différent que ça en Angleterre. Ah oui, il suffit de regarder les animateurs du Juste Prix. Ah bon oui, absolument. Bon, les vieux sont très présents. Je pense qu'en France, on ne montre pas les vieux. Vous allez dans un McDo, il n'y a pas beaucoup de vieux. Aux États-Unis ou à Londres, ils vont. On les voit. Non, mais on les voit plus dans la vie de tous les jours. Non, mais ce qui est certain, c'est que maintenant, il y a tout des pans du marketing qui prennent les vieux pour cible. On parlait des retraites, tout ça est un peu lié. Hein. C'était des gens qui ont des gros moyens, de meilleurs moyens financiers que la moyenne de la population. Donc on s'intéresse à eux de façon tout à fait intéressée. Alors pas nous, parce que nous, alors moi, on n'a aucune étude de marché sur qui lit Schnock, donc je peux pas vous dire, mais oui, on a visé, machin et tout ça. Mais non, c'est sûr que la population vieux, entre guillemets. Mais c'est, en tout cas, franchement, lisez Schnock. Je pense qu'il faut quand même avoir un peu plus de 27 ans. Il faut avoir peut-être un petit peu. Enfin, oui, c'est dommage d'ailleurs que les jeunes ne connaissent pas cette culture. Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'éclectisme, la diversité. C'est-à-dire que ça parle de Jean-Pierre Coff, ça parle de Pérec, ça parle de Léo Ferré. C'est joyeux. On a vraiment, quand je l'ai lu, je me suis retrouvée dans une bulle de nostalgie, mais pas ringarde, quoi. Pas oh là là, c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'on apprend. Moi, j'ai appris des choses sur Léo Ferré, c'est ce que je vous disais. On apprend des choses, on se replonge dans ces années-là de façon intelligente et non, mais vraiment, ces interviews, l'interview de Clavier, vous le disiez, elle était assez inattendue. Et de revenir sur des événements comme ça, sur des films qui nous ont marqués, ça fait du bien aussi. Ouais, alors moi, je suis un peu... Personnellement, je suis un peu dans une position un peu médiane là-dessus, parce que par exemple, Léo Ferré ou même Jean-Yann, moi, c'est des choses que j'ai pas vécues à l'époque, quoi. Hein, moi non plus, oui. Donc... c'est pas que de la nostalgie pour moi. Non. J'ai besoin, en tant que rédacteur en chef et en tant que lecteur, qu'on m'apprenne des trucs aussi. Ouais. Et donc, c'est pas qu'un truc d'être là, béat devant un passé perdu. C'est j'ai envie qu'on m'explique la chanson de Ferré. Sauf on a eu, on n'a peut-être pas forcément le même âge, mais on a eu une curiosité, ou en tout cas une culture et une transmission qui fait qu'on s'est intéressé à ça. On le voit, nous, avec les jeunes, parfois de la rédaction, qui n'ont jamais entendu parler de qui c'était l'autre qui me faites pas dénoncer. Non, de Sheila. Je ne vous dis pas qui ne savait pas, mais qui n'avait jamais entendu parler de Sheila. Qui à part l'année de leur naissance, tout ce qu'il y a avant n'existe pas. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'était Gérard Rolls. Gérard Rolls, mais les trucs de télé, je dis pas ça pour vous, mais tout ce qui est télé, ça passe très vite à la trappe. Non, mais moi, je vais vous prendre un exemple. On a fait une couve télé, en gros, pure télé, c'est Michel Drucker. Et ça a marché. Mais c'est Michel Drucker. Ouais. Au début, on voulait faire Jacques Martin. Il y a 10 ans, je voulais faire Jacques Martin. Aujourd'hui, je pense que je le ferai pas. Ouais. Parce qu'on va se planter, parce que Jacques Martin, avec tout le talent qu'il avait, il a disparu des radars, parce que c'était en fait un personnage de télé. Jean-Yann, encore, était un peu un personnage de cinéma, de chansons, mais Martin, c'est... C'est la différence entre un livre et la télévision. On peut mettre un livre dans sa poche, on peut mettre Jacques Martin nulle part. C'est ce qui change. On a fait Tchernia aussi. On peut l'emmener nulle part. Un livre, ça s'emmène partout. Encore une fois, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître tout. Par exemple, moi, j'ai eu un plaisir fou à retrouver Louise Portal, qui faisait partie du film, Mes meilleurs copains. Et j'avais complètement oublié, mais je me souviens de cette comédienne extraordinaire. Et voilà, on découvre, même si on ne la connaît pas, quelqu'un qui raconte sa vie, ses rencontres à Paris. Oui, en plus, alors moi, ce qui m'intéresse aussi parfois, c'est d'aller chercher, et là j'ai eu l'occasion de le faire parce que j'ai des liens au Canada, mais d'aller chercher des gens qu'on a un peu oubliés ou dont on connaît le visage, mais pas le nom et tout ça. Et donc, quand j'ai eu la possibilité de dire à quelqu'un au Canada d'aller interviewer Louise Portal et que ça s'est trouvé possible, j'ai fait waouh, c'est génial. Et ce qui est dit en plus
sur Mes meilleurs copains est un contre-champ parfait de ce que disent les autres, parce qu'elle l'a vécu d'un point de vue féminin, elle l'a vécu d'un point de vue québécois, donc c'est super intéressant. Mais finalement, est-ce que toute cette époque est pas presque la parfaite opposition avec notre époque et à contre-courant? Quand on voit Mes meilleurs copains, c'est un film où on rigole sur les femmes, où il y a des dragueurs lourds, où on fume des joints, voilà, et on est à l'opposé de notre époque, ou des règles entre guillemets. Est-ce que vous sentez ça en faisant ce magazine? Plus vous le faites et plus vous vous dites, on était quand même dans une époque totalement différente et maintenant on est à contre-courant. Oui, alors je fais attention toujours au discours, c'était mieux avant et tout ça, parce que... Alors je sais pas ce que je dis, je parle de contre-courant. J'ai bien compris. On est en courant culturel. Mais même cette petite musique à dire on peut plus faire quoi, nanana, justement, ce qui fait un peu la gaieté de la revue et sa bonhomie parfois, c'est que on passe pas notre temps à dire c'était mieux avant. On balance les trucs tels quels. Mais on n'est pas là à essayer de survendre cette époque contre la nôtre aujourd'hui. C'est ça, oui. Moi, je suis très prudent par rapport aux phénomènes historiques comme ça, parce que dans 10 ans, ça se trouve, on trouvera que... Bon, là, j'ai du mal à trouver, mais... Oui. On trouvera qu'un tel film, en fait, était un chef-d'œuvre qu'on n'a pas vu passer, quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a les mêmes meilleurs copains? Est-ce que la technologie, est-ce qu'on arrive encore à avoir dans la vie réelle des meilleurs copains comme ça avec qui... Ouais. Alors ça, c'est une vraie question, mais c'est une question technologique, sociologique. Ouais. En effet, ça à terme, ça crée un gros problème, ça, c'est évident. Mais c'est pas... Parce qu'on s'en sauvage, on reçoit moins de gens qu'avant. Carrément. On fait moins de fêtes. Donc voilà, mais je ne veux pas vous ramener à cet amusement. Il y a des dessins, il n'y a pas de photos, tout est dessiné. Si, il y a des photos. Oui, il y a quelques photos. C'est la couve qui est dessinée à chaque fois. Ouais, mais il y a aussi des dessins à l'intérieur. Oui, ça nous arrive. Mais la couve, c'est toujours un dessin. Oui, alors ça a été pareil, une espèce de pari à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de magazines en France qui ont en tout cas régulièrement comme ça. Nous, c'est la charte, quoi. À chaque fois, c'est le même dessinateur que j'embrasse d'ailleurs, Erwan Terrier, depuis 14 ans, quoi. Et en fait, c'est parce qu'on a essayé avec des photos, et dès qu'il y avait des photos, on trouvait ça banal. Et on a demandé là, il y a une vraie identité, et qui voilà. Qui suit le mot schnock, c'est-à-dire que tout ça, le côté BD, schnock, il fait un truc un peu, un bel objet, un peu sympa, je trouve. Donc, je voulais pas un truc trop ennuyeux, quoi. C'est pas ennuyeux du tout. En tout cas, on se régale vraiment à lire, à redécouvrir. Il y a un papier sur Nana Mouskouri. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'a priori. C'est pas. Vous avez dit, je crois, dans une interview que c'était un magazine un peu snob, mais. Non, moi, je dis jamais ça. Alors attendez, où est-ce que j'ai vu ça ? Ce sont les autres qui me disent ça. Où est-ce que j'ai vu ça ? Mais c'est pas du tout snob, justement. Alors, j'ai vu Schnock se veut à la fois extrêmement ouvert et extrêmement snob. Ah bon. Oui. Ça, c'est pas mal. Voilà, oui. Je voulais les deux. Voilà, c'est ça, la dualité. C'est-à-dire que mais c'est pas. Voilà, Nana Mouskouri, c'est culte. En fait, c'est plus culte que nostalgique. Non ? Si. Alors après, il y a aussi. C'est difficile de qualifier. Il y a aussi, comment dirais-je ? Il y a un instinct parfois qui me fait, en tant que rédacteur en chef, parce qu'on vient me proposer une interview de Nana Mouskouri, je peux très bien dire non mais laisse tomber, c'est ringard, machin. Et pour plein de raisons, parce que évidemment je m'intéresse beaucoup à la musique et tout ça, mais je n'écoute pas Nana Mouskouri quand je rentre chez moi, mais je l'ai déjà entendu 2 ou 3 fois, je ne sais pas pourquoi, en interview. Très drôle. Et je sais que c'est une bonne cliente, comme on dit. Il suffit qu'elle soit dans un bon jour, et ça peut le faire. Vous écoutez pas L'amour en héritage? Rarement. Comment ça se passe, les confs de rédaction? C'est nous, on est complètement comment on dit, on se voit pas, quoi. Dématérialisé. Dématérialisé. En distanciel, comme on dit aujourd'hui. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles ça dure depuis aussi longtemps. Non, c'est télétravail, j'appelle, je rencontre les gens, mais on se rencontre pas à 15. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent pas Paris, finalement, dans cette rédaction. Ce qui est d'ailleurs pas mal aussi. Et non, mais c'est fluide quand même. Il y a pas.
Ouais. Et je dis pas oui à tout, quoi. Quand on vient, on me dit Nana Mouskouri, j'hésite pendant 5 minutes. Quand même. Ouais. Et alors, hasard triste et incroyable, il y a tout un article qui est consacré au groupe Harmonium, groupe québécois, groupe mythique, qui a marqué, qui a une assez courte durée de vie, et son chanteur, Serge Fiori, est mort il y a 2 jours, le jour de la fête nationale du Québec. Ça, on a fait un petit papier sur eux, parce qu'ils sont pas très connus, mais ça... Et oui, mais ça va nous arriver de plus en plus souvent d'être en avance ou en plein. On a eu ça avec la pauvre Maïté aussi. On a fait un papier sur Maïté. Il y a, je sais pas, elle est morte il y a 1 an. Ouais. Elle est morte le jour de la sortie de Schnock. Ah oui. Et vous aviez un article sur elle. Ah ouais. La prochaine une. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Attendez, je réfléchis. Vous êtes le rédac-chef. Vous avez tous les noms. Mais c'est pour la. Faites le teasing. Déjà, il y a celui-ci qui est en kiosque. Ça sera une femme. D'accord. Parce qu'on essaye de mettre aussi, on essaie quand même qu'il y ait pour la parité. On essaie, c'est pas facile, mais on essaie. Mes meilleurs copains, donc c'est le dossier, j'ai envie de dire, principal de ce numéro de Schnock. Emportez-le sur la plage, lisez-le, vous allez passer un moment, j'aime pas ce mot jubilatoire parce qu'il est un peu mis à toutes les sauces, mais franchement c'est un grand plaisir de lecture. C'est assez iconoclaste, c'est un petit peu, ça sort des sentiers battus, ça sort de tout ce qu'on peut trouver dans la presse, et si vous êtes là depuis 2011, c'est que ça a du sens. Bravo à vous et merci Alistair d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve, on va parler des dinosaures. On s'enfonce un peu plus dans le temps. C'est encore plus vieux Schnock. Voilà, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Vous reconnaissez Valérie? Oui. Oui, E.T. Jurassic Park, mais c'est pas très... C'est pas loin. J'aurais pu vous tromper. Et c'est vrai qu'en 93, le film posait la question de savoir si les dinosaures pourraient revenir grâce à la science, pourraient être réintroduits. On est avec vous, Blandine Josselin, vous êtes réalisatrice, et sur RMC Découverte, mercredi prochain à 21h10, on va pouvoir voir votre documentaire Mammouth Dinosaures, peut-on vraiment les faire revenir? Alors on va pas... Et pourquoi mercredi prochain? Parce que sur les grands écrans sort Jurassic World Renaissance. Alors vous allez l'après-midi voir le film et le soir vous regardez le doc. Bonjour Blandine Josselin, merci d'être avec nous. On va pas trop divulgacher, comme on dit, spoiler en anglais votre documentaire. Parce que c'est une vraie enquête. C'est une enquête parce que cette idée un peu folle et sur laquelle travaillent des scientifiques, elle existe réellement, de se dire à partir de cellules de dinosaures qui auraient été conservés dans de l'ambre, peut-être pourrait-on les faire revenir. Alors, le début en fait du documentaire, en effet, ça explore cette piste-là, la piste des dinosaures, parce que c'est ce qu'on se dit le plus en fait, avec notamment Jurassic Park. Il y a un fantasme en fait de faire revenir le dinosaure. Donc on part là-dessus. Donc je vais pas vous dire exactement ce qui va se passer avec l'ambre, mais très vite en fait, le documentaire va prendre une autre piste qui est plus en fait de la manipulation génétique avec d'autres animaux qui sont plus récemment disparus. Mais alors juste avant, en fait, on découvre quand même que des scientifiques ont travaillé à cette idée de refaire vivre les dinosaures. Pour quelles raisons ils ont cette démarche? Parce qu'on a vu qu'on pouvait cloner Dolly, on a vu qu'on pouvait manipuler la génétique. Quel est l'intérêt pour eux de faire revivre un dinosaure? C'est justement la question du film. Il y a une question dans Jurassic Park, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, le personnage de Jeff Goldblum qui dit les scientifiques en fait ont fait ce qu'ils ont fait en fait parce qu'ils pouvaient le faire, mais ils se sont pas demandé s'ils devaient le faire. C'est une question qui est principale en fait dans le film. Éthique. Voilà. Il se trouve que la compagnie principale qui vise à faire revivre des espèces disparues, c'est une entreprise qui lève des milliards de dollars. Ah ouais? Ouais. Et notamment auprès de people, des gens comme Peter Jackson ou plein d'autres. Et en fait, c'est un fantasme. D'ailleurs, ça montre ça fait 7 opus de Jurassic Park ou Jurassic World. Il y a des millions de spectateurs qui viennent. C'est un fantasme en fait qui est assez partagé de ces ces énormes en fait créatures qui vivaient avant nous, de pouvoir les toucher. Après, il y a d'autres. Après, il y a un argument écologique aussi qui est mis en avant, pertinent ou pas, on ne sait pas.
Tout à fait. Alors pour le mammouth, en fait, ce qui se passe, parce que très vite, en fait, bon, je vais pas divulgacher, mais le dinosaure, il y a peu de chance quand même. Ouais. Par contre, on s'intéresse au mammouth laineux, parce que c'est un autre icône de la préhistoire. Qui ressemble un peu à un éléphant. Voilà, exactement. C'est la même famille. Ouais, avec une couverture mais en laine dessus. on a entendu parler aussi du direwolf. Oui, tout à fait. Ce loup géant qui a disparu depuis des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Ça fait 13 000 ans. Ouais. Et donc là aussi, il y a des recherches qui vont dans ce sens-là. Bah là, c'est même pire, c'est que c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. En fait, en mai, ils ont annoncé. Alors, faut savoir que Colossal, c'est une grosse entreprise marketing, donc ils font un buzz incroyable. Ouais. Donc pour le direwolf, en fait, ils ont lancé, c'était dans le plus grand secret, dans une zone aménagée ou dans les États-Unis. Et c'est en fait des loups gris qui ont été modifiés génétiquement en fait pour ressembler aux loups préhistoriques. Les loups préhistoriques, c'était des gros loups, des énormes loups, des loups géants. Donc en fait, on change les caractéristiques physiques. C'est pas vraiment des loups, des direwolf. Ouais, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ça ressemble. Et dans le cas du mammouth, ça sera plus un éléphant qui ressemble à un mammouth. Exactement. Parce qu'il n'aura jamais les gènes du mammouth. Non. En fait, ce qu'ils savent faire aujourd'hui, c'est que le mammouth, comme il vivait en Arctique, son patrimoine génétique s'est trouvé congelé, on va dire. Donc, on sait à peu près le génome du mammouth, mais on peut pas le cloner. Le cloner, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour cloner, il faut une cellule vivante. Ouais, exactement. Les cellules sont mortes. En fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est que regarder l'ADN du mammouth. Ok, l'ADN de l'éléphant, c'est 99% similaire. Donc, ils vont changer, en fait, dans l'ADN de l'éléphant, ce qui leur semble pertinent pour ressembler à un mammouth, c'est-à-dire la laine, la graisse, et aussi ce qui leur permet de vivre dans le grand froid. Ouais. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est remettre l'éléphant, en fait, en Arctique. C'est ce qu'ils prétendent faire. Pour justement, leur argument principal, c'est l'argument écologique de la mégafaune. C'est l'homme qui l'a chassé il y a 10 000 ans. Donc on va la remettre en Arctique. L'endroit où il était avant et non pas en Afrique. Voilà. Il se trouve que c'est complètement fallacieux parce que il n'y a plus la nourriture. Ouais, en fait, c'est ça, l'écosystème n'est plus le même. Ouais. Parce que la même chose pour les dinosaures. Ouais. Ah ben les dinosaures c'est encore pire. Ouais. Les dinosaures, on ne sait même pas en fait vraiment l'environnement. Enfin si on peut le connaître, mais de toute façon, les dinosaures, malheureusement, je vous spoil un tout petit peu, mais ça va pas être possible. Mais vous parlez d'ailleurs dedans, alors il va y avoir beaucoup de déceptions auprès des enfants. Le Vélociraptor, c'était un oiseau finalement ? Oui, exactement. Il avait beaucoup d'ailes. Oui, il avait beaucoup de plumes et probablement multicolores. Ah oui, plumes, ouais. Ouais. Alors, il savait pas voler, hein. Mais en fait, il y a toute une branche des dinosaures. Probablement même le Tyrannosaurus Rex, le Tyrannosaurus Rex, le T-Rex. Le fameux, qui aurait eu des ailes, en fait, parce qu'il y a une partie des dinosaures, en fait, qui sont des oiseaux, et les oiseaux, finalement, c'est les dinosaures qui sont pas morts à la fin, pendant la Alors, le documentaire est passionnant, parce que vous retracez aussi les différentes découvertes qui ont pu être faites. Ça, c'est assez vertigineux, quand on arrive à retrouver ces fossiles. Et puis, vous êtes baladé aussi dans des laboratoires, vous êtes allé interroger des scientifiques, parce qu'il y a des gens très sérieux qui travaillent sur ces sujets de ces animaux qui ont existé il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai surtout interviewé des gens qui avaient un avis en fait contrasté sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation ou de marketing et de beaucoup d'argent derrière tout ça. Hein. Ouais, et puis c'est un outil, en fait, les outils de manipulation génétique, c'est très puissant. Ça va probablement changer notre vie au-delà des animaux disparus. C'est ça qui est intéressant dans le documentaire, c'est que les enjeux qui sont présents, c'est bien au-delà en fait des animaux. C'est nous, c'est l'amélioration entre guillemets du potentiel humain. C'est des choses à la fois terrifiantes et fascinantes parce que ça permettra aussi de potentiellement guérir des maladies génétiques. Oui, mais à l'inverse, on peut penser qu'on peut modifier notre ADN, comme on le modifie, c'est-à-dire rajouter 2-3 choses. C'est l'eugénisme. Hein. Exactement. Et ça, on commence à rentrer là-dedans. En fait, pour l'instant, il y a un moratoire qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser cet outil génétique sur des embryons. Mais c'est un moratoire, c'est-à-dire que c'est une pause. Or, l'humanité, on est une espèce en fait qui a du mal à savoir s'arrêter. On teste nos limites en permanence. Et donc, les scientifiques que j'ai interviewés ont du mal à croire en fait que une technologie qui existe comme ça, on ne l'utilisera pas. Oui, c'est ça. Donc il y a
quand même une forme d'inquiétude sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on va arriver à... Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va partir de vouloir faire renaître les dinosaures pour peut-être créer un homme sans poils ou un homme avec plein de cheveux en changeant simplement une chose dans son ADN. En fait, aujourd'hui, on peut pas le faire sur l'homme. Donc il y a des gens qui le font sur les animaux. Alors, ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément, ils veulent pas forcément avoir cette, ils sont pas dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, avec la désextinction, donc avec les animaux disparus, on voit ce qui est possible de faire avec la génétique d'aujourd'hui. Et la seule chose qui nous empêche de le faire avec l'homme, aujourd'hui, c'est nous-mêmes, c'est nos décisions. Donc, à nous, en fait, d'avoir le débat collectif, le débat de société, en fait, qui nous permet justement de faire durer ce moratoire. Absolument. J'ai une dernière question. Pourquoi les dinosaures fascinent-ils autant les enfants ? Parce que il y a l'exemple mais de chez Valérie. Tous les enfants, il y a plein de livres autour des dinosaures. Moi, j'ai un ami, son fils Valentin, qui a à peu près le même âge que votre petit-fils. Il adore les dinosaures, mais c'est de la folie. C'est vraiment... Mais il y a énormément de dessins animés, de séries. Vous l'expliquez ou pas? Je sais pas, il y a un côté à la fois magique dans ces grandes créatures, en fait, et à la fois terrifiant. Et je pense que c'est ce mélange, en fait, entre le magique et le terrifiant qui et pourquoi vous vous y êtes intéressé? Comment c'est venu? J'aime bien les sujets insolites qui peuvent paraître insolites et anecdotiques au départ, mais en fait qui révèlent des grands enjeux bien au-delà du sujet. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on part des dinosaures et en fait on arrive sur le futur de l'humanité. La génétique, Donc c'est assez fascinant parce qu'on pourrait regarder le journal en fait et passer la page, se dire c'est un petit détail, et en fait non, c'est là que ça se passe en fait. Enfin, en tout cas. Ça raconte quelque chose de notre rapport à la nature, de notre rapport de domination à la nature, de notre volonté en fait de transformer la nature, alors que on se sent légitime à le faire en fait, alors qu'on ne l'est pas du tout. C'est donc le mercredi 2 juillet à 21h10, Mammouth Dinosaure. Peut-on vraiment les faire revenir? Évidemment, ce sera en streaming sur RMC BFM Play. Passionnant en tout cas. Bravo à vous. Merci. Et bravo à RMC de financer ce genre de drogue. Parce que souvent, on les voit chez les Américains. On voit rarement des documentaires français, donc on peut le signaler. Merci Blandine Josselin d'avoir été avec nous. Dans un instant, les débats. Merci à vous. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.